On verra bien. Juan José Dorado, cela va aussi dans le sens finalement des déclarations de la Maison-Blanche qui, malgré cette guerre commerciale, bien, se dit optimiste quant au fait de trouver un accord avec la Chine. Donald Trump est toujours optimiste. Toujours. Et là, en fait, je suis d'accord avec Benjamin dans le sens où, effectivement, il s'est fait tirer les oreilles à un moment donné parce qu'on lui a dit, mais tu vois ce que tu es en train de faire, ce que tu vas faire aux consommateurs américains, ce que tu vas faire à tous ceux qui t'ont subventionné pendant ta campagne. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a cette réduction ou non imposition pour ce type des produits. Mais de toute façon, l'épée des Damoclès, elle est toujours là, même si c'est encore pendant 3 mois. Maintenant, c'est à nous, les Européens, effectivement, d'aller trouver d'autres marchés, comme le font un certain nombre de pays qui ont décidé, effectivement, de regarder ailleurs. Alors, dans cette guerre entre les États-Unis et la Chine, même si nous, on est petits, on a quand même quelque chose à dire. Et si le marché européen, qui reste quand même l'un des marchés les plus importants au monde, regardait ailleurs que vers les États-Unis, les Américains auraient aussi un gros problème. Bon, beaucoup d'inquiétudes aussi en Espagne, Juan José, où la riposte, on peut le dire, a commencé. La riposte est commencée. Alors, la première des choses, c'est qu'effectivement, il va pas aller, Pedro Sánchez, du côté des États-Unis. Chef du gouvernement espagnol. Le chef du gouvernement espagnol. Je ne sais pas si il va même réussir à parler avec Donald Trump. Peut-être qu'il va pas décrocher comme il a fait avec la présidente de la Suisse. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait l'Espagne? Il est parti pour la 3e fois, le premier ministre espagnol en Chine. Il vient de rentrer de Chine, essayer d'établir des contacts avec les Chinois, des protocoles d'exportation. Depuis quelques années. C'est le 3e voyage que Pedro Sánchez fait en 3 ans en Chine à rencontrer Xi Jinping. Et l'idée, c'est qu'effectivement, l'Espagne pourrait être une espèce de tête de pont entre la Chine et l'Europe. D'ailleurs, il y a des investissements chinoises, notamment la construction d'une usine des batteries qui va être certainement fait en Espagne, qui représente plusieurs centaines de millions d'euros. Mais l'Espagne, la riposte, vous l'avez dit, a commencé. Il y a un premier plan qui a été présenté, près de 14 milliards pour faire face à cette augmentation des droits des douanes, parce que l'économie espagnole va être fortement touchée. On parle autour de 18 milliards d'euros si effectivement, dans 3 mois, ces droits des douanes venaient à être instaurés. L'Espagne, de toute façon, ne négocie pas toute seule, elle négocie dans le cadre de l'Union européenne. Juan José, comment est-ce que vous expliquez cette faible mobilisation ? C'est compliqué à expliquer, déjà parce qu'effectivement, il y a une petite semaine, il y avait aussi une autre manifestation, c'était la gauche plus radicale de la France Insoumise qui avait appelé à manifester. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, l'état des droits n'est pas en danger en France. Il peut être écorné, effectivement, mais pas à cause de la décision de la justice, mais à cause des déclarations des hommes politiques, ministres, premiers ministres, députés et sénateurs qui ont mis en doute la décision de la justice. Après, c'est vrai que effectivement, les mobilisations ces derniers mois en France ont du mal à prendre. Ce n'est pas du tout la première manifestation. On a vu ce qui s'est passé notamment lors que le Rassemblement national a demandé à manifester en faveur de Marine Le Pen. Il y avait pas non plus énormément de monde. Mais 1000 personnes environ. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça montre de la part des Français un désintérêt pour la justice française, ni pour la démocratie française. Mais c'est vrai qu'il y a quelque part une fatigue des Français de voir tout ce cirque politique après la condamnation de Marine Le Pen. Si même le combat, Juan José Dorado, contre l'extrême droite n'arrive pas à unir la gauche, aujourd'hui, c'est dire à quel point elle est divisée. Mais elle a toujours été divisée. Et il faut juste se rappeler, parce qu'on a tendance à oublier assez rapidement, qu'elles sont allées ensemble avant la dissolution, les législatives, parce que ils s'étaient obligés, vu la faiblesse du Parti socialiste, et ils sont allés ensemble, mais assez rapidement derrière, on a constaté les grosses différences qui existaient entre elles. Et justement, après la dissolution, on a encore constaté les différences qui existent entre les uns et les autres. Si vous rajoutez à tout ça le fait qu'il y a des procès internes d'élections, il y a le congrès du Parti socialiste qui va arriver au mois de juin, il y a aussi chez les Verts, vous comprenez bien effectivement qu'il faut marquer les différences entre les uns et les autres. Donc, ce qui est dommage, c'est que dans
dans un sujet tellement important, effectivement, comme la défense de l'état des droits, même si je continue à dire que l'état des droits n'est pas en danger en France, il pourrait être écorné, mais il n'est pas en danger, mais sur un sujet si important que ça, malheureusement, on constate à nouveau que les questions internes au parti prennent le pas sur l'intérêt général. En quelques mots, on connaît ça en Espagne, la guerre des gauches. On connaît la guerre de gauche en Espagne, on connaît la guerre tout court entre partis politiques en Espagne. Vous parlez de l'état des droits. L'état des droits en Espagne, il y a le Parti populaire notamment qui est dans l'opposition, qui est allé au Parlement européen pour dénoncer une dérive démocratique du côté du Premier ministre Pedro Sánchez. Donc l'Espagne connaît ce que c'est ce type de débat. Et malheureusement, il est peut-être plus important en Espagne aujourd'hui qu'il n'est l'est en France. Cela dit, le risque d'une vraie dérive démocratique au sein de l'Union européenne, que ce soit l'Espagne, la France ou un autre pays, je ne pense pas qu'on va l'avoir aussitôt, même si on a l'Hongrie, on a eu par le passé, à un moment donné, la Pologne, voire la Roumanie, mais on a vu comment les sociétés ont su retrouver, en quelque sorte, de la confiance et se donner des nouveaux gouvernements pour rentrer dans l'ordre démocratique. Tout autre chose avec vous, Juan José Dorado, le Salon du Livre qui se tient ce week-end à Paris, l'occasion de zoomer sur la lutte contre la censure actuelle aux États-Unis. Tout à fait. Et on parle des États-Unis, on parle de Donald Trump, mais on oublie que celle qu'on appelait la plus grande démocratie du monde censure des livres depuis plusieurs années. Des milliers de livres sont retirés des écoles, sont retirés des bibliothèques publiques parce que ils doivent pas être près des enfants ou sont mauvaises pour l'éducation des enfants. Et ça, on se rend pas compte de cette importance. Nous, on se rend pas compte peut-être aujourd'hui, mais il y a des auteurs, notamment Ray Bradbury en 1953, avec Fahrenheit 451, que j'invite tout le monde à lire, justement pour voir ce que c'est un monde sans livres, où les pompiers ne sont pas des pompiers pour éteindre des feux, mais pour brûler des livres. Et plus récemment, un livre que j'ai lu de Marc Léby, qui s'appelle La librairie des livres interdits, qui revient à la fin de son roman, justement, sur cette censure aux États-Unis des livres. Et donc, on se rend pas compte. Il faut continuer à lire, il faut qu'on ait accès à tous les livres. Et je pense je donne comme exemple, en 2024, l'Espagne a battu tous les records de son histoire. Elle a vendu 77 millions de livres. Elle a fait plus d'1,2 milliard de chiffre d'affaires. Donc, continuez à lire, parce qu'en Espagne, 65% des Espagnols lisent tous les jours. J'ai vu un sondage en France, c'était à peine 50%. Et ça, par contre, c'est très dommage qu'en France, on laisse de plus en plus les livres et qu'on fasse pas attention à ce qui se passe du côté des États-Unis. Carte blanche en forme de plaidoyer de Juan José Dorado. Benjamin